entreprises CAC 40, mais aussi ETI et entreprises publiques sur la protection de ces entreprises vis-à-vis des lois extraterritoriales américaines. Nous mettons en conformité les entreprises sur, en gros, 3 gros sujets. Un, tout ce qui est anticorruption, donc loi américaine ou anglaise, loi française Sapin 2, bien évidemment. Deuxième sujet, nous mettons en conformité d'entreprise sur tout ce qui est sanctions, embargo, export control, tout ce qu'on appelle trade compliance, respect des normes ITAR américaines, ce genre de choses. Et troisième chose, protection d'entreprises vis-à-vis de leurs données stratégiques. Où là, nous faisons du conseil et nous avons aussi des outils pour essayer d'aller retrouver vos données stratégiques dans votre système informatique, revoir qui a accès, qui est compromis sur le dark web et nettoyer tout ça pour en fait essayer de mettre dans des coffres-forts numériques les joyaux de la couronne. Voilà. Donc, on est peut-être compromis sur le dark web. Je vais apprendre ça ce soir. Plus on fait de tests dans les entreprises sur le nombre des employés qui ont leur adresse email avec leur mot de passe compromis sur le dark web, plus on en trouve. Hein. Et c'est comme ça qu'arrivent les cyberattaques, le cyberespionnage, etc. Il suffit de relire un peu Snowden. Hein. Voilà. Ne rassure pas. Mon cher Olivier, toi qui représente la voie académique, le docteur en sciences de gestion et le futur HDR. Alors, juste un petit mot, déjà pour parler de management et data science et dire que c'est une plateforme qui s'occupe d'innovation ouverte et en particulier, on édite une revue et on organise ce qu'on appelle des hackathons pour permettre à des entreprises de résoudre des problèmes liés à la donnée et on mobilise des communautés de scientifiques et d'experts sur la donnée pour aider les entreprises à résoudre ces problèmes. Et comme le disait très gentiment Pierre, je suis également enseignant-chercheur et mon domaine de spécialité, c'est la data management et je m'occupe notamment d'une formation qui forme des futurs data managers. Alors, il se trouve que je t'avais demandé une tâche ardue, mon cher Olivier, c'est de définir un champ sémantique en tant que chercheur. Donc, que tu commences déjà par nous dire qu'est-ce que c'est que la souveraineté des données du point de vue de la littérature académique. C'est intéressant de définir ce concept. Bon, alors, la définition en soi est assez simple. Le problème, c'est qu'il y a souvent des confusions lorsqu'on parle de souveraineté de la donnée. Et puis surtout, ça dépend pour qui, puisque la souveraineté de la donnée, elle peut s'adresser à des individus, elle peut s'adresser à des entreprises. On en parlait là tout à l'heure. Et puis, et surtout, elle peut également s'adresser à des États. Donc, il faut voir le niveau dans lequel on parle. Mais la définition la plus simple de la souveraineté de la donnée, c'est tout simplement les moyens que l'on peut avoir pour contrôler ces données. Alors, de façon plus ou moins efficace, mais c'est ça. Alors, on la confond souvent avec d'autres notions. On parle des fois de souveraineté numérique et vous allez comprendre très rapidement, on peut avoir de la donnée, mais à partir du moment où ces données-là va être mis sur des infrastructures, des supports, il y a aussi des enjeux de souveraineté de ces infrastructures-là. Donc, la notion de souveraineté numérique à distinguer de la souveraineté de la donnée en elle-même, puisque la souveraineté numérique, là, va plutôt traiter des aspects liés à l'infrastructure. Et puis après, il y a, on en parlait il y a quelques minutes, la notion de cyber-souveraineté, puisque en fait, quand vous mettez des données sur le cloud, par exemple, il va falloir accéder à ces données-là et donc utiliser des réseaux et aller dans un espace virtuel. Et donc là, on est dans la dimension cyber. Et donc, au fond, la cyber-souveraineté est aussi une notion. Donc, on confond souvent les différentes notions, mais souveraineté de la donnée, souveraineté numérique, donc tout ce qui concerne les supports, et puis après, cyber-souveraineté qui comprend les espaces. Alors, tu m'as demandé de regarder dans la littérature. En fait, la notion de souveraineté de la donnée, c'est vraiment une dimension, enfin, c'est un concept qui est ce qu'on appelle multidimensionnel. C'est-à-dire que parler de souveraineté de la donnée comme ça, il faut voir à quel niveau on peut le traiter. Alors, on peut le traiter, comme j'ai dit, en termes de pouvoir ou de capacité, et auquel cas, si on est un individu, c'est le moyen qu'on a pour contrôler la donnée. Si on parle des États,
ça va être, mais comment est-ce qu'on fait pour collecter cette donnée au sein d'un État, etc. Donc là, on est sur un autre niveau. On peut aussi concevoir la souveraineté de la donnée sur des niveaux réglementaires, tout simplement. Et là, en Europe, en France en particulier, on a toute une série de cadres réglementaires. Donc, c'est aussi un niveau. Donc, pour résumer, la notion de souveraineté numérique, c'est vraiment un concept multidimensionnel qui s'adresse à des individus, à des entreprises et à des États, et qui est sur plusieurs niveaux. Un niveau de capacité, un niveau réglementaire, un niveau, on va dire, juridique qui concerne les États. Donc, en fait, on se rend compte que quand on commence à rentrer sur le sujet, ben, c'est finalement assez complexe, hein, puisque est-ce que on parle de dimension numérique? Est-ce qu'on parle du réseau? Est-ce qu'on parle de la donnée même? Parce que la donnée même, la souveraineté de la donnée, contrôler ces données en soi, ça peut être relativement simple, mais dès que vous allez le mettre sur un support, c'est là où les problèmes vont commencer. Et comme les données sont obligées d'être stockées, ben, on est rentré dans les problèmes. Alors, moi, j'aimerais bien entendre Jean-François, en tant que représentant d'une grande ESN qui est leader, en l'occurrence Inetom. Est-ce que tu te retrouves dans la définition multiple de notre ami Olivier, ou est-ce que vous avez une autre vision en tant que spécialiste de l'IT? Bon, je me retrouve bien dans cette définition-là. Le problème, c'est de gérer les trois axes ou les trois dimensions que décrit Olivier, parce que c'est la complexité de la relation qu'on a aujourd'hui avec les clients. Dès qu'on commence à parler de la donnée, rapidement, c'est un sujet d'abord d'identification des données, où sont les données, après de propriété des données, finalement, et de mettre un dispositif de gouvernance, parce que la donnée a une sensibilité qui n'est pas la même selon les domaines, qui n'est pas la même selon les usages. Et je rajouterais qu'il y a peut-être une dimension que peut-être Olivier a évoquée, qui est la dimension contractuelle, c'est-à-dire que la réglementation aujourd'hui ne couvre pas tout, et notamment en termes de propriété des données, je pense qu'il y a beaucoup de choses qui sont traitées dans le cadre de contrats, ou donc qui sont bipartites, tripartites, enfin, des constructions qui sont très diverses. Donc il y a pour nous, j'allais dire en tant que ESN, une grande difficulté à pouvoir je vais dire, satisfaire nos clients du point de vue de l'ensemble de la réglementation, ce que Frédéric peut-être évoquait en disant on met en conformité. C'est-à-dire, depuis des années, on court après l'ISO 27001, qui était une sécurité sur des entreprises comme les nôtres, mais aussi d'autres grandes entreprises, RGPD, on peut parler aussi HDS. Donc, on continue et on continue à courir derrière ces réglementations. Et c'est ça qui est le plus difficile pour nous aujourd'hui, d'être toujours dans une course qui ne nous permet pas d'ailleurs de valoriser cette notion de sécurisation en général autour, que ce soit des systèmes d'information, la donnée plus particulièrement, puisque reverser, j'allais dire, une part de cet investissement dans un contrat commercial, c'est parfois extrêmement difficile. Et ça n'est pas compris jusqu'à ce que l'événement arrive. Oui, effectivement. Nathalie, comment ça se passe à la Data Marketing Association? Est-ce que vous avez des bonnes pratiques autour de la souveraineté de la data? Et qu'est-ce que vous dites à vos adhérents? Ou est-ce qu'ils vous inspirent, vos adhérents aussi, sur des pratiques intéressantes et innovantes en matière de souveraineté? Alors, nous, la problématique de la souveraineté de la donnée, déjà, nous, on va adresser la donnée à caractère personnel, donc ce qui peut parfois être un petit peu différent des approches que vous pouvez éventuellement avoir. On va s'intéresser aux données qui vont permettre notamment de faire du marketing, par exemple. Donc, on va être vraiment sur des données à caractère personnel, avec parfois une difficulté à définir ce qui est réellement donné à caractère personnel ou pas. Il peut parfois y avoir des ambiguïtés là-dessus. Et de ce fait, j'ai bien apprécié la définition que tu donnais tout à l'heure, puisqu'effectivement, on va se retrouver avec plusieurs niveaux, puisque notamment le RGPD qui gouverne cette donnée à caractère personnel prend plus le sujet du point de vue de l'individu, donc sur la protection de l'individu. Donc là-dessus,
tout est assuré, hein, la personne a tous les droits qui sont nécessaires pour contrôler ce qu'on va faire des données, pour être informé, surtout, c'est quand même le plus important. Et nous, donc, en tant que représentants des entreprises, on va se placer, nous, sur un pan où on va essayer d'aider les entreprises à travailler d'une façon qui leur permette de mener à bien leur business, malgré tout. Quand je dis malgré tout, c'est parce que ces règles, elles ne sont pas forcément faciles à mettre en place dans tous les domaines du marketing. Alors, autant il y a des domaines où ça va être peut-être un peu plus simple. Par exemple, le marketing direct postal, il y a des années qu'il est régulé et qu'on sait comment pratiquer le droit d'information, le droit d'opposition, encore qu'aujourd'hui, il y a une obligation maintenant d'informer sur les sources de la donnée, et ça repose de nouveau plein de questions. Mais autrement, c'est des domaines, je ne vais pas dire simple, mais quand même relativement plus simple en tout cas, que lorsqu'on va partir sur le digital, où là, les questions que vont se poser les entreprises vont être beaucoup plus complexes sur la mise en application au quotidien. De toute façon, nous, ce que l'on va prôner au sein de la DMA France pour nos entreprises, ça va être dans tous les cas d'assurer la transparence, ça c'est vraiment le minimum pour susciter la confiance. Et ça rejoint, excusez-moi, je suis un petit peu longue sur le sujet, mais ça rejoint une étude, je vous parlais tout à l'heure de la GDMA qui vient de publier, et on s'en est fait l'écho en France, une étude justement sur la privacy, et qui montrait que les personnes sont tout à fait disposées à confier leurs données, donc à partager leurs données, à partir du moment où ça a été fait en toute transparence, donc elles savent ce qu'on va en faire et qu'elles ont confiance dans l'entité à qui elles confient ces... Donc, il y a la notion de tiers de confiance qui est essentielle. La donnée de tiers de confiance, absolument, est tout à fait essentielle, oui, puisqu'elles confieront plus facilement leurs données à certaines entreprises qu'à d'autres. Alors, la difficulté, ça va être que pour les personnes physiques, évidemment, elles vont connaître les entreprises qui ont pignon sur rue, les entreprises les plus connues, alors qu'en fait, les entreprises spécialistes de la data, beaucoup ne sont pas connus du grand public, vont être connus par les autres entreprises. Voilà. Donc, c'est pour ça que nous, notre rôle, ça va être justement de les valoriser. On a fait aussi un label sur ce sujet, j'y reviendrai sûrement tout à l'heure, j'imagine. Mais oui, clairement, ça va vraiment dépendre des entreprises, et la notion de tiers de confiance va prendre toute son importance à partir du moment où on va avoir des entreprises qui vont s'engager à utiliser les données vraiment d'une façon très réglée, on va dire. Alors, voilà, je me retourne vers Frédéric maintenant, puisque quand on écoute Nathalie, on est plutôt sur la data du consommateur au sens programme marketing, programme relationnel. Donc, on se dit, bon, si je perds mes données dans ma carte Auchan ou Carrefour, ils ne vont pas téléguider un missile sur une capitale européenne avec ça, et ce n'est pas très dangereux. Comment tu vois la notion de sensibilité de la donnée, Frédéric, qui est au cœur du combat pour la souveraineté de la data? Nous, on regarde ça plutôt sur la protection des entreprises, et notamment des entreprises françaises, sur ces sujets-là. Et on a vu que sur les 20 dernières années, il y a eu une guerre commerciale énorme entre les États-Unis et l'Europe sur les transferts de données. Je ne veux pas vous repeindre le tableau, mais on avait le Safe Harbor, on a eu ensuite le Privacy Shield qui légalisait le transfert des données entre l'Europe et les États-Unis. On a eu ensuite l'affaire Wikileaks et l'affaire Snowden qui a fait voler en éclats ces accords transatlantiques. On a eu ensuite le Cloud Act américain, on a eu le RGPD, on a maintenant le DMA, le DSA, etc. Mais tout cela est normé au niveau des États aussi. Vous parliez de la donnée, de la tiers de confiance qui est peut-être l'entreprise, mais au-dessus de l'entreprise, il y a les États, et les États décident si les entreprises doivent leur donner leurs données ou pas leur donner leurs données, et ça, le consommateur ne sait pas trop ce que fait l'État s'il décide de demander à une telle entreprise de lui transférer ses données. Mais vous vous rappelez quand même, parce qu'on est tous devenus un petit peu amnésiques quand même sur ces sujets-là. L'affaire Snowden, que disait Snowden, c'est que la NSA travaillait avec une centaine d'entreprises du numérique américaines pour capter toutes les données de tout le monde. Toutes les données de tout le monde. Et notamment, vous aviez une sous-partie sur la partie européenne qui mentionnait très clairement que la NSA donnait instruction aux agences de renseignement américaines de capter toutes les données des collaborateurs qui travaillaient dans des industries stratégiques. Donc, c'était la biotechnologie, l'énergie, le pétrole, le gaz, les télécoms, etc., avec ordre de capter toutes les données de ces employés qui étaient impliqués dans des négociations de contrats.
Donc, ça veut dire tous les emails, toutes les conversations téléphoniques, etc., etc. Donc là, on est dans un autre champ d'application, on est dans un champ d'application de la guerre économique et d'utilisation justement de ces lois qui permettent de capter les données de manière légale ou illégale à des fins de guerre économique. Et ces éléments étaient ensuite utilisés, bien évidemment, par les entreprises américaines qui étaient en concurrence avec les entreprises européennes sur des sujets extrêmement sensibles. L'instruction de la NSA disait que tous les contrats des entreprises françaises au-dessus de 200 millions de dollars étaient systématiquement écoutés par les agents de la NSA avec la complicité d'une centaine d'entreprises du numérique. Donc, c'est un vrai problème. Ça veut dire que si on confie la data d'un consommateur français à un tiers qui la stocke, qui est américain, il est censé refiler ça à la NSA? Alors, comme les entreprises américaines, toutes ces entreprises américaines, donc c'est les GAFAM plus autres, il y a une centaine d'entreprises américaines qui collaboraient avec la NSA pour faire cet espionnage massif. Toutes ces entreprises avaient une immunité des autorités américaines pour faire cet espionnage massif. Sauf qu'ils n'avaient pas d'immunité en Europe pour cela. Et ils ont enfreint tout un nombre de lois françaises, européennes, sur l'espionnage, surtout sur le transfert des données, sur tout ce que vous voulez. Sauf qu'on n'avait pas vu un seul procès en Europe contre ces entreprises qui ont enfreint de nombreuses lois européennes et françaises. Imaginez le contraire, si nous, on avait fait exactement la même chose aux États-Unis, on aurait eu des procès à tir-larigot pendant des centaines d'années, on aurait exclu du marché américain pendant tout ça. Il n'y a pas eu de grands procès en Europe là-dessus, mais les entreprises américaines ont eu quand même très peur d'avoir des procès en Europe. Donc, ce qu'ont fait les États-Unis, lorsqu'ils ont un problème comme ça, ils légalisent. Ils ont légalisé ça en créant en 2018 le Cloud Act. Le Cloud Act, qu'est-ce que ça dit? Ça dit qu'à partir du moment où vous stockez vos données dans le cloud, que le service provider est une entreprise américaine, les autorités américaines peuvent demander à ce service provider de transférer vos données au service, à tout un tas de services américains si vous êtes soupçonné de ce qu'ils appellent serious crime. Serious crime, c'est à peu près toute la palette que vous pouvez trouver. Évasion fiscale, corruption, enfin, c'est extrêmement large. Donc, en fait, quand vous stockez vos données sur Microsoft Azure ou sur Amazon Web Services, même si vos données sont stockées en France, sur des data centers en France, l'extraterritorialité du droit américain impose à ces entreprises de transférer vos données contre votre volonté au service américain, au renseignement américain. Et c'est pour ça que vous avez eu notamment la Commission européenne qui a réagi en prenant l'arrêt Schrems 2 qui disait en gros la chose suivante, on arrête le transfert de données vers les États-Unis parce que les États-Unis ne peuvent pas nous garantir que l'utilisation des données par les services de renseignement américains respecteront les règles des droits de l'homme en Europe, etc. Donc, si je comprends bien, il y a les Européens qui s'évertuent à mettre en place la RGPD de manière assez contraignante avec des amendes à la clé si on ne respecte pas. Et les Américains font ce qu'ils veulent? C'est ça que tu es en train de nous dire? Non, c'est pas ça, c'est que c'est la guerre du droit, c'est que chacun joue au ping-pong. Dès qu'il y a une loi d'un côté, il y a une contre-loi de l'autre côté, et c'est ça depuis plus de 30 ans. Et pour l'instant, à chaque fois, on réagit après chaque scandale, et donc après chaque scandale, on renforce les règles, ou on les assouplit en fonction de qui est à la Maison-Blanche, etc. Au bout du compte, pour l'instant, on est dans une situation assez de blocage, parce qu'avec l'arrêt Schrems 2, qui a mis un coup d'arrêt au privacy shield qui avait été négocié avant, fait qu'il va falloir réinventer autre chose actuellement. Et pour l'instant, tant que les Américains ne changeront pas leur loi sur le renseignement, c'est ce qui s'appelle le FISA Act aux États-Unis, on ne pourra garantir aucune utilisation malveillante des transferts de données vers les États-Unis. Alors, le titre de l'événement, c'était les menaces et les solutions. Donc là, les menaces, on les voit bien venir avec toi. Là, on est tranquille, on a pour un petit peu de temps. C'est un peu le cadre. Oui, tu as bien fait. J'aimerais m'adresser à Jean-François maintenant pour savoir comment, quand ils accompagnent des grands comptes, qu'est-ce qu'ils conseillent à leurs clients grands comptes pour justement arriver à une certaine sécurité, pour ne pas dire souveraineté de la data et un bon usage de la data. Je pense qu'il y a deux situations, c'est-à-dire qu'il ne faut pas donner aux ESN plus grand pouvoir et rôle qu'elles n'ont par rapport à des grands acteurs, que ce soit des grands acteurs publics, si on parle du ministère de la Protection sociale ou des grands acteurs internationaux de type industriel. Donc on est souvent suiveur, c'est-à-dire que le choix de l'entreprise guide nos prestations
même si on peut exposer très rapidement les risques qui sont pris, qui sont de plus en plus connus ou documentés. Donc, ça nous est d'autant plus facile de, j'allais dire, développer des prestations qui correspondent à la possibilité de contrer. Et donc, on a, notamment dans les transformations digitales, on parle beaucoup de transformation digitale, donc de trajectoire de transformation des entreprises dans le digital, des recommandations sur plusieurs routes possibles vers plusieurs futurs possibles, je vais dire. Et souvent, une des grandes migrations, une grande transformation digitale, c'est le cloud, qui est évoqué pour des problématiques d'économie, souvent sur les dépenses informatiques. Donc, c'est cette vision-là, mais qui sont souvent associés à d'autres types de services de la part du cloud provider. Je veux dire, c'est pas faire, je vais dire, un grand secret des pratiques de Google aujourd'hui sur les pratiques de vente liées entre la partie Ads, la partie Android et la partie GCP. Donc, des clients, comme vous voyez aujourd'hui, Carrefour, Casino, Fnac Darty ont tous un accord avec Google, ont signé, et vous avez des armées de commerciaux qui viennent voir toutes les entités de Casino, Carrefour ou Muliez et qui leur disent maintenant il faut utiliser les technologies Google. Donc nous on est face à ces clients-là et on vient dire oui, d'accord, comment mettre en exergue les avantages, mais aussi les inconvénients que cela peut représenter. Mais c'est vrai que c'est toute l'ambiguïté, le paradoxe des ESN, même françaises. C'est un business absolument colossal. Comme on dit, le go-to-cloud est quelque chose de... Je veux dire, on n'a pas une minute sans une demande de dire je vais sur Azure, je vais sur GCP, je vais sur AWS, et je ne vais surtout pas sur OVH ou peut-être Blue dans quelques années avec Orange, qui est une alliance avec Microsoft, ou Thales avec Google. Donc, ça, c'est la première situation. Après, il y a une deuxième situation qui est peut-être plus intéressante de gens qui sont assez démunis face à ces situations de compréhension en fait, de la complexité, parce que le sujet informatique devient extrêmement complexe, et donc d'essayer d'avoir des bundles de prestations, produits et services qui nous permettent de les protéger d'une certaine façon. Donc, il y a de plus en plus d'externalisation, d'outsourcing, qu'on l'appelle, qui sont confiés à des entreprises comme les nôtres, mais plutôt sur un mid-market que sur les très, très grandes entreprises. Donc là, nous avons, j'allais dire, à la fois plus la main en termes de choix, mais aussi en termes de modèle économique, parce que nous pouvons mutualiser en fait, des infrastructures, créer des choses qui peuvent servir à un marché du retail, à un marché de la santé, à un marché plutôt dans le secteur public, plutôt dans l'industrie. Donc je dirais que ça dépend beaucoup du client aujourd'hui. S'aventurer sur la création de data center en France, on l'a fait, on le fera, on continuera à le faire. Je pense que ce n'est pas obligatoirement la meilleure des solutions. Mais pour retenir, quelles que soient les deux situations, je pense qu'il y a un niveau de sensibilisation qui est relativement faible. D'accord ? Les gens mettent très peu en avant le risque par rapport aux gains technologiques ou aux gains d'innovation qui peuvent être faits. Donc, la plus grande difficulté, c'est ça, c'est de les inscrire dans une trajectoire qui les préserve tout en continuant à être innovants. Est-ce qu'il n'y a pas une forme de schizophrénie entre certains grands acteurs qui veulent absolument copier le modèle des GAFAM et voire confier leur data à GAFAM, puis d'autres qui disent non, on est extrêmement méfiant, pour ne pas dire défiant, et on aimerait trouver des solutions alternatives. Le marché, il a l'air coincé entre ces deux postures. Il n'y a pas de posture intermédiaire, Nathalie? C'est une question évidente, je suis désolé. Est-ce qu'il y a un autre choix que les GAFAM? Voilà, en deux mots. Alors, effectivement, juste pour rebondir sur ce que tu disais, c'est vrai qu'on le voit avec Google. La CNIL, effectivement, ne s'est pas privée d'aller poursuivre des entreprises qui utilisaient Google Analytics, alors qu'aujourd'hui, tout le monde utilise Google Analytics. Et puis, on n'est jamais que sur des cookies, on est quand même sur des choses qui ne sont pas forcément très sensibles dans ce qui va être finalement communiqué à Google. Et juste justement pour continuer un petit peu sur cette
sur cette idée. En fait, la difficulté, si on prend l'exemple de Google Analytics, donc la CNIL nous dit qu'il ne faut pas l'utiliser, et elle nous propose des solutions. Il y a sur son site plein de solutions françaises, enfin plein, j'exagère, mais il y en a quand même pas mal, qu'elle conseille d'utiliser. Seulement pour pour les plus grandes entreprises, j'imagine que c'est envisageable, mais pour les petites entreprises, elles ne savent pas faire. Enfin, Google Analytics, c'est quand même facile, c'est gratuit, c'est très simple d'utilisation, ça apporte toutes les réponses aux questions qu'on peut se poser. Donc les petites entreprises, même s'il y a d'autres solutions, elles ne sont pas forcément bien armées par rapport à ça. Le cloud, c'est pareil. On va se retrouver aussi avec des entreprises qui n'auront pas d'autre solution que d'utiliser OneDrive, par exemple, pour des petites boîtes. Donc, effectivement, on va faire attention. On va se dire, OneDrive, c'est pas grave, c'est stocké en France ou éventuellement en Irlande, selon le pays d'Europe dans lequel on est. Mais sauf qu'on est quand même sous l'égide d'une entreprise américaine. Donc, comme vous le disiez tout à l'heure, les données peuvent être tout à fait réquisitionnées par l'État américain. Donc, de toute façon, on n'aura pas de garantie. Après, on a des acteurs français qui, eux, vont faire le choix, pas forcément simple, mais vont faire le choix d'héberger toutes leurs données en France. Donc, vous parliez tout à l'heure d'OVH, c'est exactement ça. Donc, nous, on a des acteurs, par exemple, qui proposent des solutions de CRM ou des outils d'emailing qui hébergent tout en France, justement, pour ne pas être confrontés à cette difficulté. Donc, souvent, ça va être OVH. Alors, évidemment, on a tous vu ce qui s'était passé chez OVH À Strasbourg. il y a quelques mois. Ouais. Donc là, clairement, effectivement, normalement, ce type de solution, on est censé avoir une deuxième sauvegarde ailleurs. Mais là, je pense que le problème, quand même, était plutôt chez OVH, qui aurait dû, d'office, proposer aux entreprises que les données soient dupliquées. Mais donc oui, des solutions françaises existent, mais ce n'est pas aussi simple, malheureusement, que les solutions américaines. Donc le fantasme du cloud français ou européen souverain, est-ce que c'est une réalité ou pas? Alors Frédéric, je te vois, tu as l'air chafouin là. Non, c'est pas ça, c'est comme tout. Si on ne se donne pas les moyens de réduire le gap technologique entre les solutions françaises et les solutions américaines, on n'a faire qu'agrandir ce gap technologique. Donc, les GAFA ne sont pas sortis d'un garage, les GAFA sont sortis de la commande publique américaine. Donc, tant qu'en France, on n'oriente pas la commande publique française vers les acteurs purement français, pour réduire ce gap technologique, bien évidemment, on se trouve dans la problématique que vous décrivez tous, et qui est de dire, oui, c'est beaucoup plus facile d'utiliser Google, c'est beaucoup moins cher, c'est gratuit. Vous savez très bien, rien n'est gratuit, les performances sont meilleures, etc. Sauf qu'il y a foison d'entreprises françaises du numérique, qui sont d'ailleurs regroupées au sein d'Exatrust ou d'organisations comme ça, qui sont des pépites, qui ont fait des choses extrêmement bien, qui rivalisent avec les GAFAM et les autres sur des sujets de cloud, mais bien d'autres sujets aussi. Les trois entreprises qui sont Secnum Cloud, approuvé par l'ANSSI, sont des entreprises françaises. Vous avez une filiale de Dassault, c'est quand même pas rien, vous avez OVH, vous avez OneDrive. Voilà, ce que je veux vous dire, c'est que à un moment, il faut faire le choix. Et une fois qu'on a fait ce choix, il ne faut pas revenir pleurer derrière. Je ne vous dis pas de mettre toutes vos données sur des clouds français, parce que c'est bien évidemment pas possible, mais vos données qui sont importantes, vos données qui sont stratégiques pour vous, et ça, chaque entreprise peut regarder quelles sont ses données stratégiques. Ça va peut-être représenter 1% de vos données ou 2% de données. Ces données-là, nous vous conseillons de les mettre dans des coffres-forts numériques français, non soumis aux lois extraterritoriales américaines. Parce que sinon, c'est la boîte de Pandore. Et moi, je regrette beaucoup que la commande publique ne soit pas orientée vers les entreprises françaises sur le sujet, parce qu'il y a énormément à faire. Chaque euro que nous dépensons avec Google, avec tout un tas de commandes publiques vers ces acteurs-là, ne fait qu'agrandir le gap technologique. Moi, j'étais extrêmement choqué de décisions sur le Data Hub, de stocker toutes vos données de santé sur Microsoft Azure, de stocker toutes les données des prêts garantis par l'État chez Amazon Web Services. En gros, vous donnez toutes les données financières des entreprises françaises qui ont été affaiblies par le Covid aux Américains. Moi, je veux bien, mais à un moment, il ne faut pas venir pleurer derrière si on va se faire acheter certaines pépites qui ont été affaiblies par le Covid. Donc, il y a des décisions qui doivent être prises, à mon avis, au plus haut sommet pour promouvoir, non pas
des alliances avec les Américains, mais pour promouvoir des vraies Solutions alternatives. solutions alternatives françaises. Là, on parle beaucoup des Américains, mais demain, ce sont les Chinois qui font exactement la même chose. Donc, on va se retrouver en étau, entre tout ce bon monde. Alors, on parle beaucoup de données sensibles en t'écoutant, Frédéric. Est-ce que quelqu'un veut nous aider et définir ce que c'est que la donnée sensible? Je crois que Nathalie, tu avais une définition officielle, mais on aura pas être d'accord. Mais... Je ne vais pas aller vous chercher l'article 9 du RGPD, quand même, je vais être gentil avec vous. De façon un peu. En fait, c'est effectivement une définition officielle, puisque la donnée sensible, elle est spécifiée dans le règlement européen sur les données personnelles, les données à caractère personnel. Donc, de manière générale, on va considérer que ça va être toutes les données qui traitent, par exemple, d'opinion politique, toutes les données médicales, toutes les données qui vont traiter de caractère religieux, ethnique, d'opinion politique ou syndicale, par exemple. Donc, toutes ces données-là, évidemment, on va tous l'anticiper de façon très logique, être considérées comme des données sensibles. Et donc, à traiter avec, évidemment, beaucoup plus d'égards. Mais c'était déjà dans la CNIL, c'est à tout ce que tu viens de citer, là. Ah bah, c'était déjà dans la loi informatique et liberté. De toute façon, le RGPD, franchement, il n'a pas amené grand-chose par rapport à la loi informatique et liberté. Pour les Français, ce n'est pas une révolution, le RGPD. Franchement, la différence, c'est qu'aujourd'hui, les gens le connaissent, alors qu'avant, ils ne connaissaient pas. Il y avait la dimension impôt qui est nouvelle, peut-être. Mais juste pour terminer sur la donnée sensible, au-delà de cette définition, on a tendance quand même à considérer qu'il y a d'autres données, par exemple toutes les données bancaires, financières d'une personne ou d'une entreprise, qui doivent évidemment être traitées avec ce même intérêt, cette même attention plutôt, pardon, que les données à caractère sensible. Donc le règlement européen d'ailleurs prône une approche par les risques. C'est-à-dire qu'on n'est pas, on doit adapter le niveau de protection que l'on donne à une donnée en fonction justement du risque que représenterait une altération de l'intégrité de cette donnée. Donc ça, c'est quelque chose qui est reconnu par le règlement, qui est très important. On parlait tout à l'heure de données marketing. Bah, clairement, les données marketing, savoir que hier, vous avez acheté 3 plaquettes de beurre et une plaquette de chocolat, je ne suis pas sûre qu'il y ait besoin de le protéger. Sensible, oui. Voilà, on est assez d'accord. En revanche, savoir pour qui vous avez voté dimanche, ou savoir ce que vous avez fait dimanche matin, est-ce que éventuellement vous avez fait une grasse mat, vous avez fait du sport, vous êtes allé à la messe, vous êtes allé à la synagogue, vous êtes allé à la mosquée, vous êtes allé je ne sais où. Ça, là, on va rentrer dans de la donnée sensible, effectivement. Donc, il faut vraiment, cette approche par les risques est une très bonne chose du règlement qui n'existait pas forcément autant dans la loi informatique et liberté, enfin, ce n'était pas écrit en tout cas. Là, maintenant, c'est quelque chose qui est gravé dans le marbre et qui est quand même très logique finalement. Alors, au niveau de la recherche, mon cher Olivier, tu m'as dit que tu as fait plancher sur un papier, d'ailleurs, que tu vas publier dans la revue Management et Data Science, donc qui sera à l'instar de l'article de nos amis d'Inetom qui est sur les tables, n'oubliez pas de le prendre, qu'il y avait des stratégies qui permettaient de protéger la souveraineté de la data. Est-ce que c'est étudié par les chercheurs? Non, bon, d'abord, c'est un peu triste à dire, mais la recherche ne s'est pas encore véritablement emparée de ces questions de souveraineté, parce qu'en fait, la souveraineté, c'est un concept qui est relativement récent, hein, puisque dans les années 70, on parlait de souveraineté technologique, mais c'était à un niveau plutôt politique. Mais la notion de souveraineté de la donnée date finalement des années 2010, hein, donc c'est finalement assez récent. Et souvent, les chercheurs attendent que les choses se fassent avant de commencer à réfléchir. Mais cela dit, les thématiques et les enjeux qui intéressent aujourd'hui la recherche, alors Jean-François l'a dit, c'est d'abord des thématiques autour de la santé. En fait, toutes les réflexions, toutes les controverses, alors, je parle bien sûr, je vais faire quand même une parenthèse parce qu'il y a tout ce qui concerne les aspects liés à la sécurité, à la défense, qu'on ne retrouve pas dans la littérature scientifique. Donc, ça passe en dessous des radars. Mais sur ce qui est publié, donc ce qui est ouvert, accessible et lisible, les thématiques sur lesquelles les gens travaillent, c'est toutes les problématiques d'abord autour des questions de la santé, parce que quand on commence à
collecter des données de santé, tout de suite, il y a toute une série de problématiques. Alors, des problèmes de légalité, donc des problèmes juridiques, mais aussi des questions informatiques, des questions liées à l'infrastructure, à la sécurité de l'infrastructure, à la protection de ça. Et donc, une partie des réflexions qui sont menées, c'est sur la base des données, alors beaucoup aussi dans le secteur de la génétique, etc., où on collecte beaucoup de données. Et donc, il y a toute une série de réflexions autour de ça. Alors, là où il y a des travaux, c'est sur un petit peu l'avenir de l'infrastructure technique, et notamment, alors c'est peu probable qu'on y arrive, mais c'est l'évolution un petit peu notamment du web, et avec tous les dispositifs qui vont permettre d'aller sur des architectures un peu plus décentralisées. Et donc là, sur des architectures un peu plus décentralisées, les individus ou les organisations seront en mesure de prendre en main un peu plus le contrôle de leurs données. Et ce sur quoi les gens réfléchissent, c'est notamment sur les techniques autour de la blockchain, etc., qui est de repenser finalement la manière de structurer la donnée. Il y a toute une série de réflexions également sur les notions d'audit, parce que comment est-ce qu'on fait pour évaluer, analyser les données qui sont récoltées, les techniques et les outils qui les collectent et qui les analysent. Il faut là aussi mettre en place des dispositifs d'audit, puisqu'il y a beaucoup de réflexions sur l'auditabilité des données. Donc, les axes de réflexion du point de vue académique, c'est souvent trois grands thèmes. La dimension technique, et essentiellement informatique, la dimension liée à la gouvernance de la donnée, et puis toute la dimension juridique, parce que ça soulève énormément de débat et de réflexion sur l'aspect juridique. C'est parfait, très clair. J'aimerais que Jean-François se prononce là-dessus, parce que tu traites beaucoup la data, sur la data à caractère médical. En plus, tu peux peut-être nous rappeler ta formation initiale, parce que tu as une double formation scientifique. Je suis généticien. Je me suis perdu dans l'informatique il y a quelques années, en rentrant aux hôpitaux de Paris, mais bon, ça c'est parfait. Et je suis toujours resté entre les deux. Mais avant, si je peux me permettre, je voudrais revenir sur la commande publique, qui est un sujet extraordinaire. Hein. C'est le vrai sujet de fond aujourd'hui pour la souveraineté, qu'elle soit au niveau technologique, industriel, même sur des sujets réglementaires. En France, je vous donne juste ces chiffres parce que je les connais bien puisque j'ai travaillé depuis des années. La dépense IT, y compris en défense, c'est 14 milliards. Donc, tous les ans, on dépense 14 milliards d'euros dans l'IT, dans le secteur public. Tout confondu, les collectivités, les hôpitaux, la défense, les ministères, la protection sociale, vous y mettez tout ce que vous connaissez. Donc, 14 milliards tous les ans qui sont foutus sur la table, qui sont mis sur la table, c'est quelque chose de tout à fait colossal. Il y a quelques années, donc on a créé maintenant ce qui s'appelle la direction interministérielle du numérique, qui était censée réguler un peu, parce qu'il y a énormément de gros projets, notamment on gérait les portefeuilles de projets au-delà des 10 millions d'euros. Je pense qu'il y a une vraie interrogation sur la dépense publique aujourd'hui, non pas dans est-ce qu'elle est destinée à nourrir les boîtes américaines, mais plus sur la façon dont elle est faite et la façon dont les choix sont faits. Parce que c'est toute une chaîne, hein, la commande publique. Il y a l'ordonnateur, j'allais dire, celui qui va définir ce dont il a besoin. Et derrière, on va avoir tout un dispositif qui rentre en jeu de cabinet de conseil pour l'aide au choix, donc de gens qui sont plutôt spécialisés dans tel sujet ou tel autre sujet. Et donc, c'est toute une chaîne qu'il faut regarder et passer un peu au tamis et au screening pour voir comment les aides au choix aujourd'hui ou les grilles de choix conduisent finalement vers tel ou tel dispositif, produit ou service. Il y a une deuxième notion qui est plus liée aux boîtes américaines. Les boîtes américaines ont une force marketing et commerciale qui est sans commune mesure
avec ce que nous avons en France. Même pour les plus grosses boîtes, IT. Il y a une directrice IT marketing française. à l'ambassade des États-Unis. Ça coûte. Voilà. On n'a pas dans les entreprises. Donc, je le dis parce que ça n'a rien de choquant, mais Google récemment nous a dit, ben voilà, on vient de signer avec Muliez, on a signé, je ne sais plus combien, quelques centaines de millions. Là-dedans, il y a de la techno, et on a 12 commerciaux qui vont voir toutes les marques Muliez pour faire utiliser, ça s'appelle du commit, donc et donc l'entreprise s'est committée auprès de Google pour faire de la dépense informatique, et les commerciaux sont là pour faire consommer en fait toutes les marques. Donc il ne faut jamais oublier cette force absolument remarquable des boîtes américaines sur le marketing et le commercial, où je ne dis pas qu'on est mauvais, on est très très bon dans certains sujets, mais en informatique, on n'est pas bon du tout. D'accord ? Et on n'a jamais été capable d'aligner des forces aussi importantes. Donc, voilà, je ne sais plus pourquoi. Bon, je digressais là-dessus, mais je pense que la commande publique, aujourd'hui, il faut la revisiter complètement pour qu'elle favorise l'émergence. Donc, tu es en train de dire, un peu comme Frédéric, que ça devrait être un outil de pilotage du développement industriel et économique. Exactement. Concrètement, c'est ça. Et je reviens, par exemple, sur la commande récente sur Secnum Cloud. Donc, on a eu, je pense qu'il y a 6 ou 7 appels d'offres qui sont sortis. La DILA, Santé publique France, mais je sais pas, France Agrimaire, donc des tas de petites agences, on va dire. Mais la DILA, c'est quand même important, quoi. Je veux dire, c'est des données qui sont chez Worldline. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'on n'est pas arrivé à faire sortir au travers de 10 commandes un champion. Parce qu'il y a eu 10 attributaires qui étaient différents. Donc, des gens très bien, des gens tout à fait compétents. Mais la scalabilité du système, la montée à l'échelle, comme on dit, elle n'existe pas. Parce qu'à aucun moment, il y a quelqu'un qui a levé la main et qui a dit, dans le choix, c'est celui-là et ça ne va pas être celui-là. Donc, je dis que c'est vraiment aujourd'hui le dispositif de fond qui pourrait guider, c'est Bonnel qui le disait en disant, moi j'ai plusieurs outils dans l'investissement stratégique. La commande publique est sans doute le plus fort des leviers, mais il faut qu'à un moment, il y ait quelqu'un qui lève la main et qui dise non, ça ne sera pas celui-là, ça sera celui-là. Y compris si c'est 2 Français. Parce qu'à un moment, il faut que le champion, il ne peut pas émerger autrement. Voilà, excusez-moi, parce que je voulais, excuse-moi Olivier, sur ce sujet-là. Oui, d'accord, moi tu me posais la question sur la santé, donc c'était très sympa pour me faire passer pour le généticien de service. Ouais, on n'a pas d'autre dans la salle. Mais je pense que c'est le point clé aujourd'hui. Je vois, j'en fais, si tu veux, 220 millions en France de la commande publique en informatique, et mes petits collègues en font aussi de façon importante. Mais sur les 14 milliards, on pourrait se réinterroger sur les aides au choix et sur la façon dont le choix est mené. Alors, tu m'as dit un truc hier en préparant, je suis encore vers toi, Jean-François, mais n'importe qui peut réagir. Ouais. C'est que, est-ce que la souveraineté ou le souci de souveraineté n'est pas un frein à l'innovation? Je ne répondrai pas. Oui, je réponds oui, et puis par provocation. D'accord. Oui. Je pense que si souveraineté égale protectionnisme, on va avoir un problème à un moment ou à un autre. Parce que quand même, surtout sur la data, en fait, libérer la data, tout le monde, enfin, je parlais avec Bad Voice tout à l'heure, je ne sais plus où il est, qui est là-haut. Voilà, s'il n'a pas des données d'enregistrement vocaux annotées par rapport à une problématique donnée, son logiciel et son algorithme, il ne vaut pas un clou parce qu'il ne se développe pas. Et ça, c'est vrai sur l'image, c'est vrai. Donc, il y a quand même énormément de dimensions derrière la souveraineté qui sont parfois des contraintes et une restriction par rapport à l'innovation. Donc, il faut l'aménager. Est-ce que Nathalie et Frédéric ont envie de réagir là-dessus? Est-ce que protectionnisme et souveraineté, ça rime, ou est-ce que ça freine l'innovation, Nathalie? Alors, moi, je veux dire que je suis assez d'accord sur le fait que ça freine l'innovation, bien évidemment, puisque… On est d'accord? Il y a une rencontre qui promet entre les deux. Non, clairement, nous, on le voit au quotidien. Les contraintes légales qui vont peser sur les entreprises par rapport à ce qu'elles vont devoir mettre en place pour traiter de la donnée, on a la contrainte légale, on a après
je suis désolée de dire ça, mais on a quand même l'interprétation que la CNIL va faire de cette contrainte, qui va la multiplier par 2, la contrainte. Hein. Je ne sais pas si on est entre nous, mais c'est pas grave, j'assume. Et il y a des entreprises qui, en voulant évidemment travailler de façon très propre, vont simplement peut-être ne pas oser développer un nouveau produit. Je parle de marketing, hein, évidemment, on n'est pas forcément sur les mêmes domaines, mais ne vont pas oser développer un nouveau produit, une nouvelle façon de traiter les données, tout simplement parce qu'elles vont toujours se demander, est-ce que demain, si je mets ça en place, est-ce que la CNIL ne va pas me tomber dessus? Parce qu'il y a énormément de frontières qui ne sont pas bien définies, en fait. Hein. Le RGPD, bon, bah, c'est bien, mais c'est du texte juridique. Derrière, nous, on est là pour essayer d'aider les entreprises à l'interpréter et à dire, bah, OK, le texte dit ça, donc ça, tu peux faire, ça, tu ne peux pas faire. Et puis, des fois, bah, tu peux faire si tu fais comme ça, mais si tu fais comme ça, tu ne peux pas faire. Et résultat, la CNIL va toujours être un petit peu cette épée de Damoclès où on va se dire, bah, OK, là, je fais du rapprochement entre les données, les personnes sont consentantes, mais on a le cas, par exemple, aujourd'hui, sur la problématique de ce qu'on appelait, nous, l'opt-in partenaire. Je suis désolée, je rentre dans du détail un peu marketing sur ces sujets, où jusqu'à présent, on avait un consentement des personnes, évidemment, pour communiquer leurs données digitales, on parle d'email, à des tiers qui vont pouvoir communiquer eux-mêmes avec ces données. Aujourd'hui, la CNIL nous dit, bah oui, mais avec le consentement tel qu'il est dit aujourd'hui, la personne, vous devez citer toutes les entreprises à qui vous allez communiquer les données à ce moment-là. Et si dans vos accords, il y en a une nouvelle qui arrive, et ben vous allez devoir aller de nouveau chercher le consentement. Toutes les entreprises qui ont innové depuis quelques années sur ce sujet, justement, de la commercialisation de data de façon un peu innovante. Qui sont vos adhérents. Qui sont nos adhérents. Bah, aujourd'hui, elles se retrouvent face à un dilemme, à se dire, bah, je peux plus le faire, je peux plus faire mon boulot. Donc, ça fait beaucoup de freins. Ça fait beaucoup de freins. Frédéric, tu vois ça comment? Est-ce qu'on peut être souverain et innovant? Ben, on va faire un parallèle. Si on n'avait pas été souverain sur l'énergie, qui est quand même mon domaine de prédilection, si on n'avait pas fait le plan Mesmer, si on n'avait pas décidé à un moment qu'on allait s'affranchir des hydrocarbures, qu'on allait lancé le programme nucléaire français, qu'on allait être souverain sur notre production d'électricité, si on n'avait pas fait les investissements et fait les choix en disant on va prendre telle technologie et pas telle autre, entre plusieurs Français d'ailleurs à l'époque, on ne serait pas là où on en est. Et lorsqu'on a fait ces choix dans les années 70, on est exactement dans la même situation là maintenant sur le numérique. Si on ne fait pas les bons choix, on va rester une colonie américaine. Faut être franc. Maintenant, on a encore un peu de temps, mais pas beaucoup, pour faire des choix, pour faire émerger des vrais acteurs français sur le sujet-là. Et comme dans les années 70, et encore une fois, je reviens à la commande publique, si la commande publique n'est pas là, on ne le fera pas émerger. Mais encore une fois, il faut faire des choix très très forts. Et on ne peut pas dire que le nucléaire français était un frein à l'innovation. On a créé le leader mondial de la production nucléaire avec Framatome, on a exporté ça partout dans le monde, et du leader mondial, 50% des centrales dans le monde sont des centrales françaises nucléaires. Donc, non, ce n'est pas un frein à l'innovation, mais il faut une volonté politique, il faut une vision sur tout le long terme sur ces sujets-là, que nous n'avons pas actuellement. Alors, quelles sont les rebelles? Parce que ça fait partie de notre promesse. Hein. Menaces et solutions. Donc là, tu as beaucoup parlé des menaces. Dis-moi si tu vois des solutions pointes. Mais de toute façon, on va être obligé de trouver des solutions. Parce que de toute façon, on va, comme je l'ai dit, être pris en étau. La guerre économique fait rage et on le voit de plus en plus. Je ne sais pas si vous, avec l'Ukraine, c'est devenu encore pire. Sur l'énergie, sur les télécoms, sur le gaz, sur la 5G, sur tout. Donc, cette guerre va aller en s'accentuant. Et donc, on va être obligé à un moment de faire des choix. Et plus on retarde ces choix, plus ces choix seront difficiles. Mais là, il faut être clair, on travaille avec des multirécidivistes quand même. Ces boîtes-là ont été condamnées tout le temps. En plus, on est condamnés à nous voler nos données, à nous voler nos données stratégiques, à mettre des entreprises françaises en difficulté. Et on a oublié les sous-marins, on a oublié Alstom, on a oublié BNP, on a oublié 14 milliards d'amendes. On travaille avec des gens qui ont travaillé main dans la main avec les services de renseignement américains pour affaiblir toutes ces entreprises françaises du CAC 40. À un moment, il faut se réveiller, quoi. Il faut dire, c'est bien beau, mais il
faut qu'on se réveille et qu'on mette en place des vrais outils pour s'affranchir des GAFAM. Alors, tu parles beaucoup des Américains avec leur loi Parce que extraterritoriale. Parce que- Et est-ce qu'il n'y a que les Américains qui font ça? Et est-ce que l'Europe a des lois équivalentes? Non, et oui, enfin, c'est principalement les Américains. Si vous parlez avec les services de renseignement français, c'est 90% des attaques économiques sur les entreprises françaises, ça vient des Américains. Alors maintenant, bien évidemment, on parle beaucoup plus des Chinois dans la presse que des Américains, mais les amendes payées par les entreprises françaises ont été payées, à ce que je sache, tous au trésor américain. Il n'y a pas encore eu d'amende française payée au trésor chinois pour enfreinte aux lois extraterritoriales chinoises. Elles ont toutes été payées au trésor américain. Donc, oui, les attaques sont principalement américaines. Les Chinois se défendent avec leurs moyens. Et nous, on est en train d'être pris en étau entre les deux. Et l'Europe n'a pas prévu la même chose? L'Europe, non, parce que l'Europe, il n'y a aucun consensus à 27 sur ces sujets-là. Donc, chaque pays réagit. Les Anglais ont réagi. Les Anglais ont été attaqués, ont réagi. Les Français ont commencé à réagir sur certains sujets. Les Allemands, un peu, pas beaucoup. Mais voilà, c'est du ressort de chaque État, en fait. Mais sur les data, il y a le DMA, DSA, data au niveau européen qui est en train d'être mis en place, qui est un début de réponse. Mais c'est quand même très faible par rapport aux enjeux. Alors, si on se passe en tant qu'entreprise française, je m'adresse à Nathalie, et que je dois gérer mes data, est-ce qu'elles doivent rester en France ou en Europe pour être conformes? Comment faut faire pour être dans les clous et pas se retrouver avec des problèmes juridiques et des amendes qui vont avec? Parce que la RGPD, c'est aussi des amendes jusqu'à 4% du chiffre d'affaires, si ma mémoire est bonne. Oui, effectivement, C'est assez violent. du chiffre d'affaires mondial, donc Oui. ça peut du groupe, donc ça peut monter assez vite. Rappelle-moi ta question. Qu'est-ce qu'il faut faire avec ces données pour rester conforme et être dans les clous de la RGPD? Alors, c'est un peu ce qu'on disait tout à l'heure, c'est que la difficulté, ça va être à partir du moment, en fait, tant que la donnée reste en Europe, c'est très facile, entre guillemets. C'est-à-dire que à partir du moment où on respecte le RGPD, les règles de protection des données, les règles d'utilisation des données prônées par le RGPD, qu'on est sur des données européennes, des données traitées par des entreprises européennes sur le sol européen, c'est certain qu'on va quand même nettement limiter les risques. Après, je pense que c'est vous qui avez développé tout à l'heure la difficulté que va poser effectivement le transfert en dehors de l'Union européenne. Aujourd'hui, il n'y a pas de solution. Aujourd'hui, on est encore dans cette attente depuis l'invalidation du Privacy Shield. On n'a pour l'instant pas de solution. Il y a des velléités de trouver un nouvel accord, mais comme vous le disiez très bien, tant que l'État américain n'a pas une loi qui ne les autorise plus à aller, ou qui fait cesser cette possibilité, on est coincé dès qu'on s'adresse à des entreprises américaines. Ou alors, il faudrait s'assurer que avant qu'elle soit hébergée, donc avant qu'elle soit communiquée à cette entreprise américaine, elle soit cryptée d'une manière qui interdise toute réutilisation. Alors là, effectivement, moi, je ne suis pas forcément une spécialiste technique pour vous assurer que ce serait faisable, mais ça va nettement complexifier les choses. Alors, je sais que la CNIL travaille sur le sujet également. Elle travaille aussi avec les autres autorités de protection des données européennes, mais la solution, a priori, elle est plutôt américaine qu'européenne. Et sur l'export des données, une entreprise française qui veut exporter ses données, elle fait attention juste aux États-Unis ou elle va faire attention partout? Non, alors il y a effectivement des règles qui s'appliquent partout, c'est-à-dire que tant qu'on est en Europe, c'est très facile. Après, on a des pays qui vont être reconnus par l'Europe comme apportant le même niveau de garantie. Donc là, il y a une liste qui est établie, qui peut évoluer, mais bon, pas si souvent que ça, vers lesquelles on va pouvoir effectivement exporter des données sans se poser non plus de questions que ça, on va dire. Et puis, en dehors de ça, on va faire appel à un environnement contractuel. Donc, on va pouvoir avoir, par exemple, ce qu'on appelle des BCR, c'est je ne sais pas comment on va avoir des contrats. Alors, on peut avoir deux choses. On peut avoir soit des clauses contractuelles type qu'on va reprendre
dont on va reprendre des modèles, pardon, j'en perds mes mots, sur le site de la CNIL, par exemple. La CNIL propose des clauses type. Donc, à partir du moment où on utilise un modèle de clause qui correspond à ça, la CNIL va pouvoir considérer qu'on est OK. Ou alors, on va avoir ces fameuses BCR, donc au sein d'un groupe, un engagement de l'ensemble des entreprises du groupe, parce qu'il y a quand même beaucoup de groupes où on se retrouve avec des données qui partent d'un pays à l'autre. Donc, toute la difficulté, évidemment, elle va être là. Donc, on va avoir à ce moment-là des contraintes internes au groupe. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, même ces contraintes internes au groupe, si on est sur les États-Unis, on peut quand même se demander, et la réponse, malheureusement, autant la CNIL avait accepté dans un premier temps qu'on utilise ces BCR ou ces clauses types, même avec les États-Unis, autant maintenant c'est fini. On a bien conscience que de toute façon, l'État américain pourra, même si on a des contrats, pourra de toute façon aller au-delà de ces contrats. Quand on vous écoute tous, on a une menace sur la sécurité de la data quand ça arrive à des tiers américains. Donc, Frédéric en a beaucoup parlé. Et on a une menace au niveau de la non-conformité de la RGPD, donc de la réglementation européenne, si on n'est pas dans les clous. Donc, les acteurs européens ont beaucoup de contraintes à gérer, plus que les Américains, finalement. Jean-François? Je pense qu'il y a deux choses. C'est comme la sécurité incendie, quoi. Il y a une mise en conformité des systèmes d'information aujourd'hui des entreprises par rapport à un réglementaire qui peut paraître plus contraignant, bien évidemment, que dans certains pays, mais je pense que c'est une garantie de la bonne marche de l'entreprise, en général, quelle qu'elle soit. Donc, c'est plutôt une tendance qui existait déjà, hein, je veux dire, qu'elle soit même sur des règles comptables. Donc, je pense que ça, c'est l'histoire du RGPD, c'est non C'est une bonne chose, alors. Oui, c'est une bonne chose. C'est non discutable parce que c'est l'évolution aussi du marché et de la sécurisation d'une entreprise par rapport à son activité, à la continuité de service, etc. Après, il y a le sujet de enfin, les données sont, on parle souvent de jumeaux numériques, les données sont la représentation de l'entreprise aujourd'hui. Et elles deviennent de plus en plus fines, qu'on est capable de mimiquer, j'allais dire. C'est ça que les gens, on cherche toujours des images pour expliquer. En fait, par les données, vous mettez votre entreprise en virtuel, mais ça n'est qu'une copie de votre réalité. Si à partir du moment où vous avez cette copie qui est disponible à tout un chacun, etc., ça pose des problèmes. C'est un code génétique, si je puis dire. Oui, ouais, j'ai arrêté de faire un parallèle entre la bio, les organismes et les entreprises, c'est éculé comme truc. Mais c'est assez vrai. On parle aussi de jumeaux numériques ou d'avatar médical, mais il faut comprendre que la donnée, c'est le double numérique de l'entreprise. Plus on alimente ce double numérique parce que on veut améliorer l'efficacité de l'entreprise, on veut améliorer sa sécurité, on veut améliorer son efficacité économique, commerciale, technologique, innovation, etc., plus le risque est grand. Donc, il y a une dimension obligation, ça, tout le monde il doit y aller. C'est pas que la France, c'est dans beaucoup de pays. Et puis, il y a cette dimension de ce que représente, en fait, la donnée aujourd'hui, au-delà des quelques exemples qu'on prend dans le marketing, dans la santé, etc. C'est votre double. Et demain matin, c'est de se dire, des entreprises, vous parlez de la Chine, donc, qui étaient des spécialistes pour copier un certain nombre de processus ou de produits, c'est pas copier un produit, c'est copier une entreprise complète. J'ai du mal à exprimer parce que les gens ne le voient pas, mais je trouve que si on arrivait à visualiser et à sensibiliser les gens et les entreprises sur ce double numérique qu'ils exposent en permanence, je pense peut-être qu'il y aurait des prises de position qui seraient différentes et des investissements qui seraient notamment différents pour créer les champions qu'on voudrait voir. Donc, c'est encore possible. Et, apparemment, il y a notre ami Frédéric Obermann d'Orange qui va intervenir. Il faut que tu parles fort ou alors. Attends. Et après, sur le s'affranchir de. Moi, en tant que utilisateur de données, on a souvent un problème sur le côté important. C'est déjà, on veut dire que la règle et les règles sont sujets à interprétation.
Sujet numéro 2, qui dans les entreprises s'occupe et le garant de l'interprétation. Le département volontaire. D'accord. Ce sont des gens qui, dans leur positionnement interne, sont des gens qui sont encore plus défensifs que la clinique. C'est-à-dire que moi, souvent, quand on discute avec les légales réglementaires chez nous, et là, si la clinique met la barre à 10, eux, ils la présentent à 20. Ça, c'est notre quotidien. Et donc, il y a des moments où, quand nous, on arrive à discuter directement avec la clinique ou avec l'ARCEP, le monteur, finalement, on arrive à entendre, pas la vérité, mais on arrive à 10. Et ça nous fait déjà des contraintes de moins. On a l'impression qu'on est en face de moi, les gens qui en font 10 fois plus, parce qu'ils sont garants que la boîte ne prend pas le risque. Donc, ça, c'est un vrai problème. Donc, le côté interprétatif, problème numéro 1, pourquoi les règles sont interprétables? C'est peut-être normalement un traitement interprétable. Le deuxième, c'est les contacts dans les boîtes de ces gens-là, c'est des gens qui surinterprètent et qui sont plutôt des freins pour l'utiliser par rapport à des gens qui veulent avancer. Et ce que je vois et ce que j'ai vu, c'est que nous, on est de plus en plus qui, eux, il n'est pas question qu'ils fassent des choses légales, moins question qu'ils fassent des choses non réglementaires. Mais ils ont une approche du légal et du réglementaire positive. Positive. Ça veut dire qu'ils font, sensible, et après, ils font de l'A/B testing en essayant d'être le plus réglementaire et le plus compatible légal et réglementaire. Et ils font de l'A/B testing. Ils disent on va tester, et puis si la clinique réagit, on s'adaptera. Et à notre corps au fondant, je ne vais pas vous donner exactement le détail, mais nous, en 10 ans, on s'est bloqué sur un truc, jamais on fera ça. Est-ce qu'on a directement un directeur juridique signé un contrat? Non, le document, c'est le PDG qui prend le risque. Un directeur juridique, dans notre boîte, s'il fait contrat, c'est le PDG qui les signe. Et par contre, il se retourne dans le juriste pour lui dire est-ce que je peux le signer? Là, c'est pareil. D'abord, on y va. Eux, en tout cas, ils se mettaient. Et puis, ils ont dit complètement ouvert si on se fait rattraper par un patrouille, on plaidera, désolé, on avait mal interprété, on ne s'est pas affranchi de la loi, on avait mal interprété, on corrige. Là encore, pas un petit peu d'exemple, mais pour l'instant, ils n'ont pas été rattrapés par la patrouille, d'accord. Par contre, nous, nous ont taillé des paupières que vous ne pouvez pas imaginer, et tout d'un coup, on a la direction qui s'appelle on se dit, mais comment eux le font? Et que nous, on l'a jamais fait. Et là, le type a répondu parce qu'on n'a pas le droit de le faire. Mais attendez, ça fait 2 ans qu'ils le font. Ils ne font pas de pénalité, de machin, etc. Pourquoi eux peuvent le faire et pas nous? Ça, c'est une vraie situation. Alors, sur l'interprétation de la CLIN et de la RGPD, Nathalie, vas-y, on t'écoute. Là, je pense que je peux parler pendant quelques heures, si on ne m'interrompt pas. Merci, Frédéric. Alors, effectivement, sur l'interprétation, la difficulté, c'est qu'on a des textes qui sont quand même. Je vous conseille, comme livre de chevet, le RGPD. Bon, c'est pas mal expliqué. Il y a 99 articles, ça va. Ça a l'air d'un érotisme autoride, non? Ouais, il commence à avoir un peu vécu celui-là, mais bon. Le problème, c'est que même pour des juristes, et encore plus pour des juristes, effectivement, comme vous le soulignez, on va se rendre compte que la lecture, on a tendance à la faire toujours un peu d'après ce qui nous intéresse, d'après ce qu'on a envie de voir. On va se retrouver avec un texte qui a des grands principes, certains vont être très simples à mettre en œuvre, et puis pour d'autres, effectivement, une fois qu'on va être dans le concret de la démarche marketing que l'entreprise veut mettre en place, elle ne va pas forcément savoir si est-ce qu'il va lui falloir un consentement ou pas, par exemple. Si vous prenez le cas du profilage, par exemple, qui est cité dans le texte, le profilage, dans certains cas, il faut un consentement de la personne. Dans d'autres cas, notamment s'il est à des fins marketing, il n'y a pas besoin de consentement. Il faut une information de la personne et un droit d'opposition. Le problème, c'est que on ne va jamais savoir exactement où on se place par rapport à ce profilage pour savoir si on est dans le cas où il faut un consentement ou dans le cas où il n'y en a pas besoin. Notamment, pourtant, l'Union des CNIL européenne, on va dire pour faire simple, DPP, a édicté tout un tas de règles pour expliquer dans quel cas, pour expliquer le profilage, comment ça se passe, mais même en les lisant, alors si vous
correspondez à plus de 2 critères parmi les 10, vous devez tomber sous le consentement. Mais peut-être qu'un seul critère, dans certains cas, peut suffire. Enfin, c'est flou, c'est très flou. Donc finalement, on va retomber après sur la main de la CNIL qui va vous dire « Ah bah vous étiez en fait dans ce cas-là, vous auriez un seul critère pour vous, ça aurait suffi. » Alors que pour un autre, 2, ça... Voilà, c'est juste pour vous dire que l'interprétation, c'est vraiment primordial par rapport à ça. Pour vous répondre sur le deuxième sujet des contacts dans les entreprises, alors là, effectivement, c'est primordial. Nous, on le voit à la DMA France, on a nos entreprises, les plus grandes ont des juristes pour certains qui sont spécialisés data. Et moi, j'ai souvent les marketeurs de l'entreprise ou les patrons d'entreprise qui préfèrent m'appeler moi pour avoir mon avis, parce qu'ils me disent, moi, si j'interroge mes juristes, ils vont me dire non. Ils vont me dire non, ils ne vont pas chercher, ils vont dire non. Donc, ils préfèrent m'appeler moi. On va discuter éventuellement avec d'autres juristes, peut-être avec l'esprit un peu plus ouvert, ou moi, je vais essayer de trouver des solutions en restant conforme. Évidemment, mon but, ce n'est pas de dire aux entreprises de faire n'importe quoi. Mais on va essayer de trouver des solutions, parce qu'on est là pour ça, pour faire du business quand même. Donc, c'est la grosse différence. Et moi, vraiment, ça, ce que vous dites là, je le vis au quotidien. Je ne citerai pas les entreprises, mais c'est vraiment flagrant. Et alors, sur les startups, alors, très clairement, ce qu'elles font est déjà le principe de faire cet A/B testing, de dire j'y vais, j'essaye, si je ne me fais pas prendre, c'est génial. Rien que ça, déjà, c'est contraire au RGPD qui prône une approche du privacy by design. C'est-à-dire qu'avant de concevoir son outil, on doit imaginer déjà de le mettre dans le meilleur état, on va dire, pour correspondre à la réglementation. Donc déjà, s'ils font ça, ils ne sont pas dans cet esprit du privacy by design. J'ai dit en toute bonne foi et en respectant un maximum, on le fait. Si on se fait interpeller, on a des corriges immédiatement. Et on l'a fait de bonne foi. Et il est clair qu'a priori, personne n'agit légalement par les conditions. Alors, ils ne sont pas dans la surinterprétation. Didier Farge, ancien président de la Data Marketing Association, tu voulais intervenir, Didier. Alors, en fait, en forme de question, pour Nathalie et aussi pour les autres, je voudrais pointer quelque chose entre le RGPD en Europe et ses interprétations par pays et ce qui se passe aux États-Unis. On est en train de voir que le CCPA, qui est l'équivalent du RGPD aux États-Unis, qui est en train d'arriver état par état, en commençant par la Californie, arrive avec une interprétation issue d'ailleurs du RGPD. C'est un peu l'histoire du Minitel. En fait, ils nous prennent le concept et après ils le font mieux et différemment, mais surtout plus violemment. C'est qu'aux États-Unis, on est en train, je dis ça parce que je le vis dans l'entreprise dans laquelle je suis, qui est à la fois aux États-Unis et en Europe. On passe sur l'utilisation de la data à une période totalement Far West où tout est possible. Les données personnelles, les données médicales, les données de race, de religion, de sexe, tout ce que vous voulez, on fait tout et n'importe quoi. Et on passe à un moment donné à une hyper-réglementation ultra-violente avec des sanctions. Par exemple, il y a 2 professionnels de la data qui ont été condamnés pour fraude. Et là, c'est tout de suite 48 millions de dollars d'un côté, 150 millions de dollars de l'autre, avec les noms des gens qui travaillent dans la société, qui sont nommés dans les articles, des trucs qu'on ne voit pas bien. Et ça, c'est maintenant. Et en fait, donc c'est juste la question, en fait, du coup, la RGPD et la CNIL apparaissent comme pas angéliques, mais finalement de bonne foi, avec qui on peut discuter. D'ailleurs, à la DMA France, on a ouvert des tables rondes de discussion avec la CNIL pour en fait, interpréter, aller au mieux de business, en fait. Et on arrive à ce paradoxe où, en fait, aux US, et ce n'est pas Frédéric qui va dire ça, on arrive avec des réponses ultra-violentes, ciblées, personnelles, avec des amendes extrêmement importantes, parce que là, les amendes dont je parle, ce n'est pas des Google, des GAFAM, hein, c'est des entreprises, à taille humaine. Donc Didier, on peut supposer que ça va restreindre le business américain autour de la data. Oui, enfin, comme les boîtes travaillent entre les US et les trucs, on peut avoir l'effet paradoxal, c'est qu'ils vont en fait faire plus fort sur la protection des données. Du coup, l'effet pervers, c'est qu'en fait, du coup, les boîtes qui font la même chose en Europe, ils disent bah non, alors on va les fermer, ou ça ne nous intéresse plus. Et il y a une espèce de truc paradoxal qui arrive où
pense toujours qu'aux États-Unis, c'est plus facile, c'est plus ouvert. Mais en fait, dans la data, c'est l'effet inverse qui est en train d'arriver. Qu'est-ce qu'en pense Nathalie? Qu'est-ce que vous en pensez, vous, en tant qu'expert? Qu'est-ce qui veut intervenir là-dessus? On n'a pas préparé. Jean-François? Ouais, on n'a pas préparé. Non, mais, enfin, si je puis me permettre, dans le débat, on est parti sur la souveraineté. Là, on est en train de. Enfin, je ne sais pas comment le dire. Le débat va sur la protection, enfin, sur la protection des données personnelles. Je pense que c'est deux sujets, enfin, sans faire enfin, comment dire. Est-ce que cette réglementation, qui est plus dure aux États-Unis, vise bien évidemment des entreprises américaines, mais des entreprises aussi internationales, qui pourraient subir par là même aussi des sanctions qui relèvent des problématiques de souveraineté qu'on évoquait tout à l'heure? C'est-à-dire condamner une entreprise, c'est encore pire que peut-être les sanctions qui ont eu lieu pour les années passées. Là, on vient sur un sujet qui est spécifique, qui est la donnée, condamner des entreprises et peut-être les empêcher d'opérer sur le territoire américain. C'est peut-être une forme de protection. Enfin, je ne sais pas, mais je pense qu'il y a deux choses que vous évoquez, qui sont la protection des données et d'être compliant ou pas compliant, de l'interprétation, des choses comme ça. Ce qu'on essayait de regarder, enfin, je pense, ce soir, c'est s'il y a une atteinte à la souveraineté des entreprises françaises, de la France ou de l'Europe, des choses comme ça. Je pense que l'enjeu pour Orange n'est pas du tout le même enjeu que pour la start-up. Donc, je pense que s'il y avait un problème avec Orange sur le sujet que vous traitez, il peut y avoir un problème de souveraineté, par conséquence, du problème de fait de ne pas respecter ou d'avoir interprété de façon trop importante le RGPD. Je pense qu'il y a deux sujets, enfin, je ne sais pas si je l'exprime correctement. D'accord. On a migré là sur ce problème des protections des données, mais par contre, avoir une réglementation qui est beaucoup plus forte, quelle qu'elle soit, à l'encontre des entreprises, qu'elles soient américaines ou pas, sur le territoire américain ou en extraterritorialité, parce que si cette nouvelle réglementation s'applique aussi en extraterritorialité, c'est là où Frédéric disait, bah, ça aura un impact sur la capacité des entreprises françaises ou européennes à agir globalement, parce qu'elles seraient susceptibles d'être poursuivies par la justice américaine. Alors, moi, j'aimerais bien que Frédéric nous dise comment les entreprises françaises peuvent se protéger justement de cette cette guerre économique qui est instaurée par les Américains en premier. Qu'est-ce qu'il faut faire quelles sont les bonnes pratiques? Je vais juste revenir deux secondes sur le point qui a été mentionné, parce que je pense que c'est vraiment intéressant. Les États-Unis sont en retard sur les lois sur les données, on est d'accord, alors qu'ils ne sont pas en retard sur tout le reste, sur tout ce qui est corruption, droits de l'homme, atteinte au droit à la concurrence, contrôle des exportations, sanctions, embargo. En fait, ils ont mis le monde sous loi américaine sur tout un tas de sujets. La donnée, c'est une des parties qui leur manque dans le puzzle, entre guillemets. Ils n'ont pas réussi à mettre le monde sous les lois américaines en termes de protection des données. Et je pense que ce que tu mentionnes, c'est les prémices d'une nouvelle loi qui sera appliquée de manière extraterritoriale comme toutes les autres lois et qui voudra régir de manière mondiale la façon dont on gère les données. Et là, on va voir le problème qu'on a eu sur toutes les autres lois, c'est la symétrie des sanctions. C'est-à-dire qu'on va avoir des ciblages d'abord d'entreprises qui ne sont pas américaines, ou en tout cas des amendes qui vont être disproportionnées pour les entreprises qui sont non américaines. Je vous rappelle que les grandes lois anticorruption, 75% des amendes payées au titre de la loi américaine sur l'anticorruption sont payées par des entreprises non américaines, dont les 2 tiers par des entreprises européennes. D'accord. Donc on va avoir, ils vont régir le monde de la donnée de toute façon avec ce type de loi, c'est certain. C'est certain. Aujourd'hui, on peut plus faire de business sans la donnée. D'accord. Ça, c'est sur une fond. C'est la donnée pour agir. Et ce que vous dites, c'est que une des raisons pour lesquelles on pourrait ne pas pouvoir utiliser la donnée, c'est le problème de la souveraineté. Tout est lié. C'est parce que les États-Unis posent une question sur la souveraineté que ça rend les gens extrêmement frileux et qui empêche les opérationnels de pouvoir agir. Et quand vous prenez les propos de guerre économique,
pas en train de parler de guerre économique sur la data. La data, c'est un sujet spécialiste. On est en train de guerre économique, c'est moi, je fais des trains, je fais des voitures, je fais n'importe quoi, et je vais me faire piler par mon concurrent américain parce qu'à travers l'utilisation des data, il va pouvoir faire des choses que lui, grâce au concurrent américain, il va m'empêcher de faire. C'est ça, mon concurrent. Donc, à la fin, l'enjeu de la data, enfin, moi, je sais tout le raconter, on est là pour faire du business. Et il se trouve qu'aujourd'hui, on ne peut plus faire de business sans data où un concurrent qui utilise la data nous pille sur place. Et ça, le cœur du sujet, c'est ça. Et après, la question vis-à-vis des business, c'est comment nous aider, nous, entre guillemets, qui sommes des acteurs du business de tous les jours, pour pouvoir nous libérer du potentiel. Voilà, moi, j'ai offert au responsable réglementaire chez moi, je vais vous faire un tableau, avec la phrase de Mark Twain. Ils ne savaient pas que c'était impossible, alors ils l'ont fait. Oui. Moi, si vous permettez, c'est juste, je ne veux pas du tout votre expertise. C'est juste pour vous donner, je pense, l'état d'esprit des startups que vous décrivez. C'est pour donner une réponse juridique. Selon ce qu'elle vaut, vous direz si elle convient ou pas. En fait, pour qu'il y ait un délit pénal, il faut qu'il y ait, c'est si illégal, si humaine, il faut qu'il y ait un texte de loi qui dise ceci est interdit, pénalement, dans le droit. Ensuite, il faut qu'il y ait un acte matériel. Et enfin, surtout, il faut qu'il y ait l'élément moral. L'élément moral, c'est la volonté coupable. Et en fait, je crois que les startups que vous avez en face de vous, ils sont malins parce ils plaident la bonne foi. Donc, en fait, ils peuvent être dans un déni plausible en disant non, en fait, on était de bonne foi, on voulait pas mal. Et ils sont juste malins. Ils ont juste un peu de glisse et ça passe bien et ça fonctionne assez bien. Donc, vous êtes en train de dire que Orange n'est pas une startup. Je fais un petit raccourci. Mon cher Frédéric, tu accompagnes les entreprises pour que justement ils aient une vision à moyen et à long terme des risques encourus. Qu'est-ce que tu leur conseilles de faire pour éviter de se retrouver coincés autour de ces problèmes de souveraineté de la data? Qu'est-ce qu'il faut faire? Quelles sont les bonnes pratiques? Alors, là, nous, on parle de la donnée d'entreprise, on parle de données stratégiques d'entreprise, on ne parle pas de la donnée personnelle. Donc, c'est vraiment quelque chose de quand même très, très différent. Alors, nous, on essaie d'apporter notre petite brique à cet énorme problème en identifiant les données stratégiques de l'entreprise, parce que beaucoup d'entreprises ont des systèmes informatiques maintenant pléthoriques. Il suffit d'Orange, je suppose que c'est toutes les grandes entreprises comme ça. En gros, personne ne sait où sont les données importantes dans le SI. Donc, on aide déjà les boîtes à rebalayer tout le SI et à voir où sont les données importantes et à chaque entreprise de définir ce qui est important pour eux. Et ensuite, pour les protéger, on regarde qui a accès à ces données. Et là, on se rend compte que beaucoup de personnes ont accès à des données stratégiques, alors qu'ils ne devraient jamais avoir accès à ces données stratégiques. On regarde sur le dark web qui est compromis sur ces personnes-là, sur le dark web avec mot de passe, etc. Et ensuite, on nettoie. On prend les données stratégiques, on les met dans un coffre-fort numérique sécurisé en termes d'extraterritorialité. Donc, ils ne sont pas soumis au Cloud Act américain, etc. Donc, et on redéfinit les accès, et ensuite on fait ça en permanent. Voilà. Nous, c'est une petite solution qu'on apporte à ce problème-là. Mais déjà, savoir où sont ces données, essayer de les sécuriser, et ensuite faire ça en monitoring constant. Bon. L'autre chose, c'est le conseil et notamment la sensibilisation sur ces sujets-là auprès des acteurs, à la fois des clients, des fournisseurs, surtout des DSI. Parce qu'en fait, ce qui est assez amusant, c'est que nous, on est parti de la compliance. Donc, on est parti de la compliance anticorruption, export contrôle, sanctions, embargo, etc. Et on est arrivé sur le sujet de la donnée parce que, en fait, c'est bien beau de mettre les entreprises au carré sur tous ces sujets-là, mais si on est ouvert au cadenas sur la donnée, on ne peut pas dire qu'on est vraiment couvert. Et donc, là, on s'est aperçu en discutant dans les entreprises qu'en fait, les gens qu'il fallait convaincre sur les risques d'application extraterritoriale de lois américaines, c'était plus les DSI que les autres, quoi. Parce qu'ils sont tellement habitués à travailler avec l'environnement américain, on va dire, qu'ils sont devenus amnésiques sur ce qui s'est passé avec Wikileaks et Snowden. Tout le monde a oublié, on a l'impression. Alors que dans les autres strates de l'entreprise, les gens quand même se rappellent quand même de ce qui s'est passé, se rappellent des données ponctionnées, des énormes scandales. On a beaucoup plus de mal à convaincre les DSI sur ces sujets-là. Et donc, on fait beaucoup
de formation, on fait beaucoup on essaie de prêcher un petit peu, en rappelant quand même les bases. Donc, tu rentres sur des sujets juridiques de compliance et tu finis avec des DSI. Alors, Voilà. Jean-François qui réagit parce que les DSI, tu dois en fréquenter des quelques centaines, pour ne pas dire plus. Oui, enfin, c'est pour défendre les DSI. Les DSI c'est intéressant parce que le sujet qui au départ est l'automatisation d'un certain nombre de processus, on va dire ça simplement, sont plutôt focalisés sur des problématiques métiers, c'est-à-dire c'est pour répondre à la demande de gens qui ont besoin d'aller plus vite, de faire plus efficace, de stocker, etc. Et aujourd'hui, on le voit surtout dans le monde du logiciel, et notamment pour ceux qui sont en mode SaaS, c'est quid de la compliance avec la RGPD, avec le RGPD, quid de la cybersécurité, quid des revues de code pour savoir s'il n'y a pas des failles à peu près partout. Prenez n'importe quel logiciel, je défie quiconque dans la salle de dire qu'il a un logiciel sans faille. Je lui fais tout de suite un pain test et puis je suis sûr de trouver. Et donc, une DSI, par rapport à un système d'information qui est un objet extrêmement complexe et de plus en plus ramifié, et qui s'est encore ramifié avec Covid, parce que d'un coup, on s'est dit, tiens, il y a plein de gars qui n'ont pas accès quand ils sont chez eux, quand ils sont en déplacement, etc. Il y a un effet d'inversion, j'allais dire, c'est du 80-20, mais sur des problématiques qui ne sont plus les problématiques fonctionnelles, mais qui sont des problématiques plutôt de sécurité, de technique, et ainsi de suite. Donc, c'est des gens qui ont perdu complètement le sens du métier, quoi. Ils en arrivent à oublier ça. Donc, il y a plus de. C'est assez difficile de pouvoir juger le juste investissement, notamment en termes de sécurité, par rapport à l'objet qui doit être sécurisé et qui est informatisé. Ce n'est pas pour les défendre, mais c'est vrai que parfois ils ont peu conscience de la problématique parce qu'ils sont assez aveugles, puisqu'ils sont plutôt dans des modalités de partage, de mutualisation, de standardisation, pour que tout le monde ait la même chose, parce que je ne vais pas avoir un stockage de données qui va être différent parce que c'est sensible, c'est moins sensible, etc. Et c'est la difficulté sans doute que Frédéric peut avoir dans cette démarche, vous dire, identifier dans ce grand magma les données sensibles, et c'est celles-là qu'il va falloir traiter de façon différente par rapport. Or, une direction informatique a horreur de ça. A horreur du cas à part. Donc, je n'ai pas de réponse, mais cet effort de cartographie qui est fait aujourd'hui dans les systèmes d'information pour aller identifier les données, qui est propriétaire de la donnée, qui la collecte, qui accède, etc. C'est déjà tout un travail, parce que c'est un système d'information, c'est 40 ans de sédimentation de tous les systèmes possibles et imaginables. Start-up ou pas start-up, hein, ça n'est qu'une couche de plus par rapport à la complexité ambiante. Donc là, tu évoques presque un besoin autour d'une stratégie de la data qui comprend la notion de souveraineté. Est-ce qu'on ne peut pas faire un glissement sémantique, je m'adresse aux chercheurs, là, entre souveraineté et indépendance? Parce que la question, ce n'est pas être indépendant en matière de data. Olivier, qu'est-ce que disent les chercheurs si on fait un petit analyse sémantique sur Google Scholar? Est-ce que le mot indépendance, c'est accolé à la souveraineté de la data? Non, en fait, mais tu vas voir que ça va y rejoindre. Tous les travaux qui sont faits sur les questions de souveraineté traitent des questions de contrôle. Le contrôle peut se voir sur des aspects liés à la protection, sur des aspects de sécurité, mais lorsque dans la littérature on parle d'indépendance, c'est plutôt dans la dimension et Jean-François en parlait, c'est plutôt dans une dimension politique ou économique, c'est-à-dire qu'il y a des enjeux de compétitivité. Et donc là, sur cette vision-là, la notion d'indépendance intervient. Sinon, et c'est ce qu'on a dit là, c'est plutôt des aspects de protection, de sécurité. Mais j'ai été un peu impressionné parce que finalement, ce qu'on a dit dans cette table ronde, il n'y a pas une réponse. Je crois que c'est une combinaison de réponses. Et dans la littérature, on voit bien il faut combiner des réponses techniques, des réponses économiques, des réponses réglementaires, etc. Donc, c'est la combinaison de l'ensemble de ces réponses-là qui permettra et aux individus et aux entreprises et surtout aux États
de pouvoir construire une souveraineté de la donnée et même plus généralement une souveraineté numérique. Alors, comme c'est le lieu, hein, parce qu'on est à l'ISC, qui est une business school, est-ce qu'on n'a pas une problématique d'éducation à faire autour de la data avec toutes ses composantes, le juridique, les risques, les aspects techniques, IT, réglementaires? Oui, en fait, bon, en sciences de gestion, ça va être plutôt des problématiques dites de gouvernance de la donnée. Et dans la gouvernance de la donnée, la question de la souveraineté est quelque chose qu'il faut introduire. Mais je répète, hein, ces notions-là sont assez récentes quand même. Alors, et donc, la formation, la sensibilisation est quelque chose qui commence à être mise en place, mais former à la gouvernance de la donnée en prenant en compte les enjeux de souveraineté et puis après tous les autres aspects de gouvernance sont essentiels. Donc, il nous reste un petit peu moins de 5 minutes, parce que 2 minutes, pardonnez-moi. Ce que je vous propose de faire, c'est une conclusion en 2 points pour chacun. Le premier point, c'est peut-être de donner un conseil justement pour que les entreprises arrivent à concilier ces problèmes réglementaires, juridiques, et puis une forme d'indépendance ou d'autonomie ou de souveraineté de leur data. Voilà, et puis peut-être une vision prospective de ce qui nous attend dans les années à venir. On a beaucoup parlé de la commande publique, je pense que c'est un vrai sujet. Qu'est-ce qui veut commencer à faire une forme de conclusion, Jean-François? Non, moi, je redirais, cette idée de jumeau numérique, pensez que vous exposez au monde entier un jumeau numérique qui est la représentation de votre entreprise, à un moment ou à un autre. D'une façon ou une autre, il est plus ou moins fidèle à ce que vous êtes, mais il est exposé. Donc, est-ce que vous avez envie de montrer tout ce qui est sensible? Et la deuxième chose, c'est effectivement ce sujet sur la commande publique. Si vous participez d'une façon ou d'une autre, soit en tant que fournisseur, soit en tant que organisme public, il y a un choix qui doit être guidé par l'émergence de champions. Et ce n'est pas obligatoirement que des startups. Je pense que ça, c'est. Je le vois, on loupe tous les jours. On loupe tous les jours. Alors, on a des champions dans les services, hein, très, très, très clairement. Mais sur ces aspects plutôt technologiques, on loupe les marches. Et tous les jours, hein, je le dis encore, c'est des appels d'offres, ça sort. Voilà, il y a un appel d'offres qui est assez intéressant, qui est l'appel d'offres de l'UGAP sur ce qu'on appelle territoire innovant, comprenant une plateforme de données territoriales. Et c'est l'histoire des smart cities, en fait, qui ont été faites à Dijon ou à Angers. Donc c'est un appel d'offres qui est censé quand même servir à peu près toutes les collectivités françaises et tous les territoires. C'est une opportunité formidable pour créer un champion ou des champions dans ce domaine-là. Et ça concerne les infrastructures, donc au niveau énergie, au niveau environnement, au niveau risque, au niveau bâtiment, plus la gouvernance des territoires. Génial. L'estimation à minima du marché selon 4 ans ou 5 ans, entre 500 millions et 1 milliard. De pouvoir créer quelque chose de tout à fait remarquable. Et ça, il y a des tas d'exemples dans la commande publique. Ma chère Athélie. Moi, je suis peut-être un peu loin des commandes publiques, hein. Mais ceci dit, il y a aussi des appels d'offres qui se font sur des sujets qui concernent de la donnée personnelle. Et là, concrètement, nous, ce qu'on peut constater de manière générale, c'est que là où on pêche, certainement, c'est sur la pédagogie. C'est-à-dire que les personnes commencent seulement à être informées. Bon, le RGPD a beaucoup aidé, mais les personnes commencent seulement à avoir conscience de leurs droits. Et souvent, ça les effraie. Après, ça ne les empêche pas de mettre tout et n'importe quoi sur Facebook et Instagram et autres, mais ça, c'est un autre sujet. Mais en tout cas, donc peut-être un effort de pédagogie encore vis-à-vis des personnes, mais aussi vis-à-vis des entreprises. C'est-à-dire que les entreprises, on parlait tout à l'heure de start-up, beaucoup maintenant ont conscience de leurs obligations. Donc ça, c'est déjà une bonne chose, mais pas encore toutes. Donc il y a encore aussi un gros effort de pédagogie à faire auprès des entreprises pour que justement elles soient capables derrière de répondre à des appels d'offres ou autres de façon correcte. Et là, je pense que les maîtres mots sur la partie données personnelles, ça va être ce qu'on disait tout à l'heure par rapport à cette étude dont je vous parlais, c'est la transparence, c'est-à-dire de jouer le jeu, de forcer finalement
d'obtenir la confiance des personnes et donc aussi des clients, de leurs clients entreprises, par ce respect finalement d'une transparence de ce qu'elles vont faire de la data. C'est malheureusement ce qui a souvent manqué, donc ça existe de plus en plus. Nous, on a créé au sein de la DMA France un label qui est le Privacy Protection Pact, qui vise à valoriser les entreprises qui s'engagent à respecter, à travailler en conformité avec le RGPD et donc dans la plus grande transparence. Et je pense que ça fait partie aussi des outils qui peuvent aider les entreprises à mieux répondre à des appels d'offres parce que déjà elles le mettent dedans et c'est une marche en plus, et à apporter aussi de la pédagogie aux autres entreprises sur ces Donc sujets. l'exécutif éducation, ça tombe bien à l'ISC, c'est ce qu'on fait. Enfin, Mon cher Frédéric. Je pense qu'avec la fragmentation du monde qui est en train de se passer, avec les pertes de repères, notamment au niveau de l'OCDE, de l'OMC, etc., il n'y a plus personne n'est au-dessus pour régir toutes ces lois. Et on va se retrouver dans une situation très rapidement, et c'est déjà quasiment le cas sur la donnée, où de toute façon, toutes les lois internationales vont être contradictoires. Et donc, il n'y aura plus de sécurité juridique pour les entreprises. Parce que déjà le Cloud Act est antinomique avec le RGPD, avec Schrems 2. Demain, les Chinois vont mettre des contraintes qui vont aussi être opposées à nos propres lois. Les Américains, comme tu l'as dit, ils sont en train de faire leurs propres lois. Donc là, ça va être de plus en plus complexe et il n'y aura plus de sécurité juridique sur les entreprises. Donc soit on se prend en main et on va dans ce monde-là avec... en continuant à être, entre guillemets, sous vassalisation américaine, soit on commence à créer nos propres acteurs. Moi, je vais lancer un appel aux DSI. Les DSI qui souhaitent un petit peu aider les entreprises françaises. On entend souvent dire que la commande publique, c'est compliqué parce qu'il faut respecter le règlement européen, la commande française, etc. On a beaucoup travaillé avec des juristes, justement, sur quelques clauses à mettre dans les appels d'offres publics, d'accord, pour orienter les commandes vers les entreprises françaises, mais quasiment, d'accord, en justement mettant en exergue les conflits de loi. Et on prend le cas de la Data Hub, je regarde parce que la Data Hub passe une commande à Microsoft, c'est contre les lois françaises. Donc si on ne fait pas respecter nos propres lois en France dans des commandes publiques, qui va faire respecter les lois? Donc, c'est pas très compliqué de mettre ça dans des appels d'offres pour orienter la commande publique des acteurs français. Voilà. Super. Mon cher Olivier, est-ce que le chercheur que tu es et aussi l'éditeur de l'excellente revue Major et Data Science, qui est partenaire de cette soirée, voit dans la data une aubaine pour les chercheurs? Oui, mais moi, la conclusion que j'aimerais donner, qui va peut-être paraître surprenante, voire même un peu naïf, mais qu'on retrouve dans certains travaux pour la réponse qu'on peut trouver à ces questions de souveraineté, paradoxalement, ça peut être l'ouverture. C'est-à-dire qu'au fond, apprendre à s'ouvrir et apprendre à définir des protocoles de coopération, d'échange, etc. Là, je pense et au niveau des entreprises et au niveau des individus, peut être une manière de repenser la question de la souveraineté. Il y a toute une série de mouvements qu'on retrouve notamment chez les chercheurs qui réfléchissent sur trouver des protocoles pour mieux échanger, mieux partager. Et c'est une autre manière de répondre à la question de la souveraineté parce qu'on est dans des logiques d'écosystème et on peut retrouver des notions de taille un petit peu différentes. Très, très belle conclusion. Donc, ce que je propose à ceux qui ont des questions pour nos amis intervenants, c'est de le faire pendant le cocktail. Et il y a peut-être une question. Oui, remercier aussi nos amis qui sont à distance, qui ont participé à la conférence. Donc, merci à tous les quatre et un grand bravo. Et on se retrouve tout de suite pour le cocktail et la dédicace du livre de Frédéric. Mon cher Pierre, tu m'entends? Pierre, une petite question si tu m'entends. Est-ce que tu m'entends là, Pierre? Oui, mais vaguement. J'ai une question rapide. Merci à tous pour cette brillante intervention. Ma question concerne le risque. Moi, quand je pense au risque, moi je pense souvent assurance. Est-ce que le secteur de l'assurance est mobilisé?
C'est une chose que vous avez proposées un peu en off. Pas forcément off, mais voilà. Voilà. Non, non, Liège, la Belgique. Frédéric, tu connais notre ami Jean-Christophe Régal. Ah ouais. Ma zone de confort. C'est intéressant, c'est pas un sujet. Du coup, je me suis dit, bon, je vais y aller en mode chez moi et tout. J'ai un rendez-vous à côté. Ça va? Et toi? Ça fait longtemps. Ah oui, bah, bah pareil, enfin pareil, j'accompagne la position. Ah oui. Carte. C'est les cartes, on marque. Oui, ça se fait. On remet un petit et hop. J'en ai fait imprimer quelques-unes, je vais la distribuer. Ça sert. Ça sert. Ah oui, parce que je suis passé 6 mois, j'en avais pas. J'ai fait des cartes. Je fais une petite quantité, je te rassure. Le temps LinkedIn, C'est dit, j'ai une question d'un de nos participants à distance. Si l'assurance est comprise dans les secteurs qui sont à risque en termes de bassin. Oui, qui sont à risque. C'est pas la question. Normalement, Oui, non. alors Toi, peut-être tu suggérer comprends. Alexandre. Ah, est-ce que en fait, c'est les types de données. Oui. C'est pas un secteur qui est Oui. concerné sur les types de données. tiens, ma chère Nathalie, tu peux répondre Je peux répondre à l'oral ou il faut que j'écrive? Oui, vous entendez. Tu entends là. D'accord, faut pas que je dise de bêtises alors. Comme tu veux. Oui, en fait, la notion de données sensibles, elle porte sur les données elles-mêmes et pas sur le secteur d'activité. Donc, ça va dépendre des données. C'est-à-dire que si vous êtes sur de l'assurance médicale, par exemple, de la prévoyance ou choses comme ça, évidemment, vous allez être amené à traiter des données sensibles, puisque données médicales, donc sensibles. Je regarde l'écran au lieu de regarder la caméra. Voilà, après, l'utilisation qu'on en fait sera effectivement différente. Oui, voilà, il a dit qu'il entendait très bien. Ouais, voilà. Oui, exactement. Après qu'on est pas on peut faire se pose la question. Parce qu'en fait, Alors, les micros sont toujours ouverts ou c'est fermé? on va en parler de la mission à